Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. On vous l'avait promis au lendemain des élections communales. On va un peu décrypter la soirée de dimanche soir, le plateau avec la succession des invités tel qu'il s'est produit à Védia. On va le décrypter sous un autre angle avec mon invité Philippe Van Wersch. Bonjour, vous êtes conseiller en communication. On avait déjà fait l'exercice, vous l'aviez fait avec Manu Vance il y a 12 ans. L'idée, c'est d'analyser à certains moments les comportements non-verbaux des invités d'une émission pour en tirer des enseignements, parce que le non-verbal, j'ai noté un chiffre, Philippe Van Wersch, dans la communication, le sens des mots, le verbal, c'est 7%. Le vocal, c'est-à-dire l'intonation de la voix, le son de la voix, c'est 38%, et le reste, 55%, c'est le visuel. Donc c'est un bel outil de comprendre justement ce que les uns et les autres nous disent dans leurs gestes, dans leur manière, dans leur posture, dans leur manière de se poser. C'est l'exercice que vous avez accepté de faire ici. Alors, est-ce que l'exercice était aussi facile d'abord qu'il y a 12 ans pour vous ? Déjà, on peut dire que l'exercice était peut-être un peu moins facile qu'il y a 12 ans parce qu'on a remarqué avec Angélique qui a été recherchée avec moi les petits extraits, que les candidats sont, j'ai envie de dire, plus aguerris, sont plus à l'aise, soit que ce sont des plus jeunes et qui sont plus habitués à la caméra, aux médias sociaux, etc., soit que ce sont des gens qui ont évidemment réfléchi à leur manière de fonctionner, à leur manière de parler, ils sont plus préparés. Donc évidemment, il y a plein de comportements qui sont beaucoup plus cadrés et qui sont beaucoup plus préparés. Néanmoins, il y a quand même toujours, quand on est sous stress, un certain nombre de comportements, un certain nombre de mots de vocabulaire qu'on dit, qu'on ne voudrait pas dire, d'attitudes qu'on prend, qu'on ne voudrait pas, qui soit confirment ce qu'on est en train de dire, soit, et là ça devient un peu plus amusant, qui infirment ou qui disent un peu le contraire que ce qu'on dit avec nos mots. C'est ça. Et donc le conseil que vous donnez, c'est effectivement dans la vie de... Parce que ça, les conseils que vous donnez, ça vaut aussi pour la vie de tous les jours. C'est effectivement d'analyser, quand on a quelqu'un qui communique avec nous, qui est en face de nous, pour mieux le comprendre, c'est de voir aussi comment il se comporte, quoi. Tout à fait. Il y a un conseil à deux niveaux. Dans le chef de la personne qui s'exprime, il y a d'abord assumer le plus possible, soit son état émotionnel, et le verbaliser. On verra dans les extraits que ça peut faciliter les choses et que de toute façon, si on ne l'assume pas, notre corps va le crier d'une certaine manière. Donc ça, c'est la première chose. Ça me met en confort, moi, et ça a des avantages. On peut en reparler suite après les quelques séquences qu'on va voir. Et de l'autre côté, au niveau de l'interlocuteur qui écoute, qui perçoit le message de cette personne, c'est si elle détecte quelques petites choses dans le non-verbal qui lui semblent bizarres, un peu moins cohérentes, etc., c'est une excellente occasion d'écouter vraiment, peut-être d'amener la personne en la questionnant, en disant « Tiens, j'ai un doute ou j'ai le sentiment que c'est pas tout à fait ce que tu voulais dire », et donc on va créer un confort et une fluidification de la communication entre nous, quoi. On va partir dans l'exercice. Alors vous avez effectivement sélectionné quelques séquences. La première séquence qu'on va découvrir, pour tracer le cadre, on parle de quoi ici ? Alors on parle de candidats, personne ici, je le redis, il ne s'agit pas je le dis surtout, il ne s'agit pas de stigmatiser, il ne s'agit pas de se moquer, non. Il s'agit vraiment de souligner des comportements, et comme il y a un stress, vu le résultat des élections, vu la télé et plein d'autres choses, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et ici on a un certain nombre de candidats, c'est un échantillon évidemment, il y en a de nombreux qui pratiquent ça, mais qui n'assument pas vraiment ou pas trop leur nervosité ou leur état émotionnel, et donc ils vont dire avec leurs mots que tout va très très bien, et leur corps va peut-être dire un petit peu le contraire. Alors je vous invite à regarder dans la séquence qui va arriver les genoux et les jambes plutôt de Monsieur Alain, et de le mettre en parallèle avec ce qu'il dit, et pour les autres candidats, c'est-à-dire Madame Lignol et Monsieur Bourri, d'observer leur tête. Ok, ça va, on regarde ça directement. Vous êtes dans quel état d'esprit comme ceci ? Les convoyeurs attendent, c'est vraiment ça. Donc on est calme, on attend nos résultats avec impatience évidemment. J'espère qu'ils ne seront pas trop tardifs dans la soirée. Mais voilà, je pense que l'ambiance est zen et dans la bonne humeur, on attend nos résultats. Ouvre-t-on, n'ouvre-t-on pas, à qui tout ça doit vraiment se discuter tranquillement au sein de notre groupe. Je suis très constant dans mon humeur, je ne suis pas la personne qui va crier et hurler de joie. Ça ne fait pas partie de mon tempérament, mais je suis néanmoins très satisfait du résultat. Voilà, quelques extraits. Alors, on retire quel enseignement de ces premiers extraits ?
Il y a que, par exemple, M. Aubry dit on va regarder et sa tête va de gauche à droite, donc on peut émettre un léger doute et on peut amener une question un peu plus loin, ce que je pense que vous avez fait en tant que journaliste par la suite, parce que vous avez perçu ça. Et puis aussi que, par exemple, M. Alain, il a ses jambes qui bougent comme ça. Alors ça peut être aussi une espèce de tic ou quoi, mais ça peut aussi dénoter d'une certaine nervosité. C'est ça. À vérifier avec lui justement si on a envie de fluidifier l'échange et la communication. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut interpréter les jambes qui bougent. Personnellement, moi j'ai toujours ça, et ça peut être parfois interprété, même quand on présente un débat, comme de l'impatience ou quoi que ce soit, alors que c'est simplement une manière de faire partir l'énergie, quoi, simplement. Tout à fait. Et à partir du moment où on l'assume et où on l'exprime comme vous venez de le faire, déjà ça diminue l'effet, c'est-à-dire que je suis moins nerveux, ou en tout cas j'en ai conscience, et puis surtout les autres peuvent comprendre pourquoi. Donc il y a souvent des gens qui vous disent quelque chose et puis qui font non de la tête. C'est assez courant, et c'est assez intéressant de regarder parfois même des micro-mouvements. C'est ça. Dans ce cas-là, c'est dans la vie de tous les jours, quand ça arrive, c'est vraiment interroger le mouvement en disant je vois que vous n'opinez pas du chef, là vous êtes plutôt dans la négation. Est-ce qu'on est toujours bien d'accord? Est-ce que et la personne peut continuer à nier, bien sûr, c'est son choix. C'est ça. Mais en tout cas, je lui offre la possibilité de préciser ou de dire vraiment ce qu'elle a sur le cœur. Il faut rappeler aussi que pour les candidats, il y a pas seulement que le stress du plateau, il y a un terrible stress qui est effectivement l'arrivée des résultats électoraux qui sont partiels. Est-ce qu'on a gagné, est-ce qu'on n'a pas gagné? On est fatigué par une longue campagne. C'est quand même pour eux assez éprouvant, on l'imagine. Tout à fait, ça rajoute au niveau du stress et donc au niveau, j'ai envie de dire, de la transparence. Et alors notre corps parle plus vite et plus fort à ce moment-là. C'est la transparence, c'est le corps qui parle pour nous. Alors, il y a ceux qui n'expriment pas trop leurs émotions, il y a ceux qui les expriment. Voilà. Il y a ceux qui les assument, qui les expriment, qui le reconnaissent. Et là, ça devient très intéressant en intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'assume une émotion, qu'elle soit négative ou positive, dans les deux cas, l'effet est extrêmement bénéfique pour moi. C'est-à-dire que quand j'exprime que je suis content, que je suis... une émotion positive, ça lui donne une forme de corps. Ça la matérialise presque, ça la rend plus concrète. Et quand j'exprime une émotion négative, je suis déçu, je suis fâché, j'en ai marre, c'est une espèce de soupape qui fait que cette émotion, elle demeure, elle reste là, mais elle est quand même déjà un petit peu allégée parce qu'elle a été verbalisée et qu'elle a été exprimée. Donc ici, on va voir des candidats qui disent soit qu'ils sont contents, et on peut soit le dire avec humour et l'assumer, ou dire qu'on est stressé avec humour. Nous allons voir M. Legrand qui dit qu'il est stressé et qu'il l'assume tout à fait. Et ça part en éclat de rire d'ailleurs, ce qui détend tout le monde, lui en premier. Puis il y a Mme Bonny qui, elle, se touche le cœur. Ça, c'est très symptomatique aussi, c'est-à-dire que ça donne les signes que cette émotion est réelle, puisque, oui, on n'est pas là. On n'est plus dans le cerveau, on est là. Voilà. Et quand on se touche le cœur, c'est un signe assez intéressant. Et puis nous avons M. Breuer, qui lui aussi reconnaît son émotion, et en même temps, il la rattrape, ou il la nuance très très vite par le célèbre mot « mais ». C'est-à-dire que quand on reconnaît une émotion et qu'on ne l'assume pas complètement, on va essayer de la nuancer ou de la justifier par le mot « mais », qui pose un certain nombre de problèmes en communication, parce qu'on dit souvent que tout ce qui est dit devant le mot « mais », l'interlocuteur l'entend pas, ou pas assez, ou très peu. D'accord. C'est comme le cerveau qui n'entend pas la négation souvent. C'est ça. On n'entend pas la négation aussi, ou on entend moins ou pas du tout ce qui est devant le « mais ». Donc si je vous dis c'est bien, mais il manque quelque chose, vous allez surtout capter que ce n'est pas suffisant. Ah oui, on regarde ça directement. On attend les résultats, un peu nerveux. Un peu nerveux quand même, oui. On va essayer de vous faire rire, parce qu'apparemment vous êtes... Oui, vous êtes j'ai entendu dire dans la Cozy Room que vous étiez un grand comique. Et voilà, si on veut, en fait, je fais du théâtre au Wallon, et en général, ce sont des pièces comiques. N'hésitez pas, hein. Voilà. Alors on est très contents, très émus aussi, je dois le dire. Je suis déçu du résultat, mais je l'accueille, je l'accepte, je suis un démocrate. Voilà, et pour la petite histoire, M. Legrand, quand il est là sur le plateau, il est, je crois, dans le stress maximum, parce qu'il ne sait pas encore qu'il va être bourgmestre. Et 5 minutes plus tard, quand il quitte le plateau et qu'il est dans ce qu'on a appelé la stress room, c'est là qu'il apprend qu'il est bourgmestre. On l'entend crier à un moment donné, donc c'est un sommet d'émotion. Alors la troisième séquence qu'on va voir, c'est quoi alors maintenant ? C'est une séquence relativement courte où on a quelques exemples où certaines personnes pensent quelque chose tellement fort et savent en même temps qu'elles ne devraient pas le dire, parce que, bon, c'est pas politiquement correct, c'est le cas de le dire, ce n'est pas... c'est difficile à dire, et malgré ça, elles le disent quand même. Alors, elles le disent sous forme de négation.
Je ne vais pas vous dire que. Je ne vais pas vous dire que, je ne vais pas vous dire que je suis fâché, je ne vais pas vous en vouloir. Et puis souvent, on rajoute mais derrière, ce qui, Anil, comme on vient de le dire, ce qu'on a dit juste avant. Et donc ici, on a quelques exemples ici avec des personnes qui font des négations. Je vous propose de les écouter peut-être. On regarde ça effectivement directement. Et je ne vais pas dire que j'ai des doutes, mais j'ose espérer en tous les cas que la bienveillance du groupe Volonté Commune se confirme. Et je veux dire ici, et ça m'inquiète aussi, et il n'y a pas d'animosité dans mon propos. Voilà, on revient sur ce plateau. Alors, l'étape suivante, c'est la conviction, comment on la fait passer. C'est ça. Quand on est en politique ou même dans la vie de tous les jours, on a envie de faire passer ses idées, on a envie de faire passer ses convictions. Et donc ici, il y a différentes manières de les faire passer. On peut soit marteler les mêmes mots plusieurs fois. Ici, on va entendre quelqu'un qui nous dit jusqu'à 4 fois l'adverbe clairement. Donc on peut dire que là, on est dans le martèlement. Et puis on va voir Madame Schins aussi qui, elle, martèle ou enfonce le clou de ce qu'elle vient de dire en hochant la tête, c'est-à-dire en disant est-ce qu'on est bien d'accord ? Est-ce que je veux vraiment que cette idée passe ? Et donc, il y a évidemment 2 manières différentes de marteler. La première, en répétant les mots, on peut sentir que c'était peut-être un peu lourd. On va se dire, oh là là, la personne veut me convaincre, ça va amener une forme de résistance, même si la conviction que je veux faire passer, elle est noble, elle est intéressante, mais il va avoir une forme de résistance. Et puis alors, on voit évidemment la bouteille chez Mme Schins, qui a plus d'expérience politique et peut-être plus d'expérience des médias, qui, elle, arrive à marteler ses idées, mais de manière plus subtil, j'ai envie de dire, en hochant la tête derrière ses phrases pour bien leur donner du poids, pour leur donner un coup de fluo, pour que les mots qu'elle vient de dire restent. Ok, on regarde. On avait l'impression que vous annonciez que vous alliez renverser la table, et puis ça ne s'est pas produit finalement. C'était clairement notre objectif. Clairement, c'était notre objectif, clairement. On n'y est pas arrivé. On est un nouveau groupe, un nouveau nom. On avait de l'ambition, clairement. Il y a plus d'idées dans 25 têtes que dans 14, et donc nous, c'est comme ça qu'on compte travailler. Peut-être de nouvelles idées, une nouvelle dynamique participative. Donc avec le métier, on peut vraiment faire un mix entre le verbal et le non-verbal qui vient soutenir le verbal. Ça me fait penser, c'est très récent, il y a un jour ou deux, Kamala Harris, dans un de ses meetings, a dit aux personnes qui assistaient au meeting, je le répète 3 fois, parce que je sais qu'il faut que je vous le répète 3 fois pour que ça s'inscrive dans votre cerveau. C'est un peu ça, quoi, finalement. Là, c'est intéressant parce qu'elle métacommunique, c'est-à-dire qu'elle dit ce qu'elle va faire pour éviter de lasser. Donc, elle annonce ce qu'elle va faire. La personne qui répète 3 fois sans le dire, on dit j'ai une forme de résistance qui va apparaître. Donc, c'est évidemment très subtil et très malin. Je vais le répéter 3 fois parce que c'est utile, mais surtout, je vais vous dire que je vais le faire. Ah oui, donc là, ça se marque totalement. Alors, après, on va passer à autre chose. Les comportements peuvent être différents suivant certaines étapes. Vous allez nous expliquer ça. Voilà, il y a en communication et dans le fait d'aborder un problème, une difficulté, il y a ce qu'on appelle une échelle de comportement avec différents échelons. Et dans les premiers échelons, on est principalement orienté sur le problème. Donc on va voir, on va nier, on va accuser, on va faire plein de choses, on va le voir avec des exemples. Et dans la deuxième partie, quand on commence à assumer, c'est le premier point, on va pouvoir analyser, on va pouvoir construire ou travailler à une solution. Et donc ici, on a dans plusieurs exemples quelques caractéristiques de ces différents échelons. D'accord. Premier échelon, nier. Nier. Et alors c'est Alexandre Lofay. C'est ça. C'est ça. Les chiffres ne sont pas encore tout à fait définitifs, loin de là. Oui. Les tendances sont quand même déjà marquées. Et comme il dit, les chiffres ne sont pas là, donc nous sommes au coude à coude. Déjà, les premiers chiffres ne montraient pas le coude à coude. Oui, c'est 27-33, truc comme ça. Ça a été confirmé, évidemment, cette différence par la suite. Mais tant qu'on peut, et le plus longtemps possible, on nie. On nie le problème. On regarde. Pour le moment, quand on regarde les chiffres, on est à peu près au coude à coude avec Ensemble. Et alors, l'échelon suivant, je vais accuser et je vais me justifier, qui sont 2 échelons qui sont souvent très très proches. Okay. C'est-à-dire, il y a une difficulté, ça devient difficile de la nier. Mais bon, c'est pas moi, évidemment. Et puis, surtout, il y a des raisons accusées, justifiées. Toujours des comportements orientés problème, qui, dans un échange dans la vie courante, n'apportent pas grand-chose, amènent plutôt du conflit. Ah oui, on regarde. La première analyse qu'on peut faire, c'est ceux qui avaient parié sur l'effondrement du PS, etc., se sont trompés. Si le majorat passe du PS au MR, ce sera aussi peut-être à cause du vote
vers d'autres partis de gauche. Il va falloir se remettre en question, il va falloir retravailler pour eux, voir ce que le citoyen n'a peut-être pas entendu ou compris dans le programme de fond qu'on a proposé. Ah oui, et ça revient tout le temps dans la vie. Ce n'est pas ma faute, on est tous dans ce type de mécanique. Or, est-ce que moi je dis souvent quand quelqu'un vient me trouver en me disant c'est pas ma faute, je dis mais tu ne saurais pas faire changer l'autre personne, mais toi qu'est-ce que tu peux changer en toi qui va faire évoluer la communication? C'est un peu ça la démarche, non? En effet, dans toute situation et dans toute situation de communication, on part du principe qu'on est responsable à 50% de ce qui se passe. Alors, c'est peu ou c'est beaucoup, ça dépend. Mais évidemment, on ne voit souvent que les 50% de l'autre. Et on n'a que la main sur nos propres 50%. Alors, pour agir, pour travailler, pour améliorer, pour construire quelque chose, nous n'avons la main que sur nos 50%. Et une phrase populaire dit « le chameau ne voit jamais sa propre bosse ». Ah oui. Je pense que c'est une métaphore assez parlante. Le chameau, c'est 2 bosses, non? Oui, bien sûr. Donc, ses propres bosses. Alors, la précision on va parler des styles de personnalité, si vous le voulez bien. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les drivers, c'est ça? Oui, mais avant ça, on a encore une petite séquence dans laquelle M. Bastin assume, parce que là, nous n'avons vu que l'échelle de comportement orienté problème. Oui. Et je propose qu'on voit l'échelle de comportement orienté solution, et la première étape étant assumer, la seconde étant analyser ce qui s'est passé, et la troisième étant construire ou créer une nouvelle solution. D'accord. Et donc, quand quelqu'un vient vers moi et qu'il est dans l'étape se justifier, accuser ou nier, je peux éventuellement l'écouter dans un premier temps, puis prendre un peu de recul et dire « et si ?» il y avait quelque chose à assumer de ton côté, ce serait quoi, même si c'est léger, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et là, on a M. Bastin qui assume, je pense, et donc va être prêt à construire autre chose. Commentaire sur ces chiffres? Ben voilà, nous faisons quasi le même résultat qu'en 2018, mais toute la nuance est dans le quasi, puisque nous perdons 2%, mais surtout nous perdons un siège, et donc notre majorité absolue. Oui, effectivement, on est dans une étape suivante. Une tentative au début qui faisait quasi, puis alors toute la nuance est dans le quasi, et là je commence à assumer. On devrait tous se former à cette échelle de comportement, ça nous ferait gagner beaucoup de temps, parce qu'on est tous dans ces travers de toujours accuser les autres, de chercher à s'exonérer de notre responsabilité dans la vie de tous les jours, à chaque moment on fait ça. De fait, c'est un travail de tous les jours, c'est très compliqué, on est tous un peu les mêmes, et en même temps la bonne nouvelle c'est qu'on peut travailler dessus, c'est qu'on peut créer, construire un début de nouveaux comportements. C'est ça. Les styles de personnalité, donc je parlais des drivers. C'est quoi un driver alors? Un driver, c'est une petite voix qui me parle sans arrêt dans ma tête et qui me donne une injonction en continu. Et cette injonction est différente en fonction d'un certain nombre de types de personnalités. On peut décrire les personnes selon... il y a différents modèles, mais le modèle pour lequel sur lequel je travaille beaucoup, c'est un modèle qui est basé sur 6 types de personnalités différents. C'est ça. Donc c'est le sois parfait, dépêche-toi. Dépêche-toi, sois parfait, fais plaisir, fais un effort, etc. Ça vient de la petite enfance, ça. Absolument, ça vient de la petite enfance, ça vient de l'éducation, ça vient de plein de choses, ça vient de notre souhait d'être aimé, d'être reconnu. Et donc on a chacun développé une petite voix qui nous est propre. C'est ça. Et alors justement, les petites voix, on va les écouter. Alors, première petite voix. Alors on va avoir une personnalité que je vais décrire comme une personnalité qui cherche la logique, qui cherche la structure, qui cherche l'organisation, qui aime montrer sa compétence. Une personnalité très positive s'il en est, comme toutes les autres. Et en même temps, c'est une personnalité qui, sous stress, va avoir, non seulement au point de vue de la gestuelle, un besoin de structurer, de cadrer les choses. Donc on a une gestuelle dans les mains qui pose les bords, les cadres, ou qui structure la réalité. Ça rassure, c'est une manière de se rassurer aussi. D'appuyer son message, mais c'est sa manière de l'appuyer. Et puis surtout, en termes de petite voix, cette petite voix lui dit « Sois parfait et tu seras aimé ». Donc sois parfait, c'est-à-dire surdétaille, donne plein d'informations. Et nous allons voir M. Breuer, pour ne pas le citer ici, qui non seulement a la gestuelle au niveau des mains, mais qui 3 fois, et nous avons pris des extraits extrêmement courts, qui veut dire beaucoup plus que ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire qu'il dit, mais ça je vous l'expliquerai après, mais ça c'est accessoirement, mais on y reviendra. Et en fait, on sait très bien, dans ce type de débat, on n'a pas le temps d'y revenir. Et donc il y a ce soit parfait, il faut que je dise absolument le plus possible de choses. Et donc j'envoie des hameçons, parce que ça, il faut qu'on en reparle, ça, il faut que je le définisse, ça, on en reparlera. Et finalement, on perd un peu le contenu du propos. Parce que celui qui trop embrasse mal les trains, celui qui veut donner trop de détails, finalement, on risque de perdre le contenu, le message final. Ah oui, ça donne ça alors. Je suis soulagé
que cette campagne soit terminée. Pourquoi ? Tellement elle a été infecte à certains égards. Mais j'espère qu'on y reviendra. Je vais vous expliquer pourquoi je dis accessoirement. Ça n'a pas été chose facile. Si vous voulez, on en reparle. Oui, toujours. Je vais vous expliquer, on en reparle. En fait, finalement, il n'y a pas d'explication. Tiroir, et puis je ne sais plus trop gérer. Donc finalement, oui, mais il y a ça dans le tiroir, mais ce sera pour tout à l'heure. Il faut que je sois parfait, il faut que je donne toutes les définitions, toutes les explications de ce que je suis en train de dire. Alors l'autre exemple. Alors l'autre, c'est une autre couleur, un autre type de personnalité, qui est une couleur qui est beaucoup plus dans l'empathie, dans la rondeur, dans la recherche de contact, dans l'absence de conflit, et qui peut, sous stress, et on va le voir sous stress aussi ici, peut arriver à m'amener à m'excuser d'être là, à ne pas assumer, à ne vouloir être le moins gênant possible, ne pas parler au nom d'un autre, surtout pas ne vexer personne. Et donc ça peut devenir aussi, comme toute couleur et tout type de personnalité, en situation de non-stress très positif, et en situation de stress un peu gênant, un peu interpellant, voire un peu excessif. Et donc en termes de non-verbal et de physique ici, on a des gestes en rondeur, des arcades sourcilières en arc de cercle, c'est-à-dire un regard qui cherche sans arrêt l'approbation en face. Ici on a deux listes, et l'opposition et la majorité, et ils vont chercher un contact, ils vont créer un lien phénoménal, et la tête qui se penche, et nous allons le voir des deux côtés ici, parce que c'est deux personnes qui ont la même couleur, donc je pense qu'il va y avoir une sacrée entente dans cette commune-là, parce que les têtes sont penchées, les regards sont engageants, les personnes ne veulent embêter l'autre. La même couleur de comportement, pas la même couleur politique. De comportement, la même approche de comportement. La chose qui peut être embêtante, c'est que deux personnes à ce point empathiques risque de temps en temps de dire « après toi, non, je n'en ferai rien, non, après toi, non, je n'en ferai rien, non, après toi, je n'en ferai rien ». Il va falloir travailler sur la décision et l'action. À un moment donné, il faut y aller. D'accord, on regarde alors. Je l'ai appris juste avant de venir ici. Donc voilà, je suis aussi un petit peu... On vit ça comment ? D'un côté, je suis honorée quand même. Je remercie tous les citoyens qui me font confiance. Voilà, nous on a 3 sièges maintenant. C'est un de moins qu'il y a 6 ans, mais l'équipe est totalement renouvelée. Et voilà, je pense qu'effectivement, un changement comme il se produit ce soir peut nous faire espérer une meilleure collaboration. Je tiens quand même aussi à remercier Monsieur de Monceau qui nous a soutenus et qui a mené toute l'équipe pendant la campagne. Vous l'avez croisé ici ? Oui, sa réaction, il n'est pas auprès de nous, mais comment vit-il cela ? Il est quand même... Enfin, je ne veux pas parler à sa place non, bien sûr. Non plus, mais voilà, il m'a demandé de venir ici à sa place. Peut-être 2 commentaires importants. La nouvelle bourgmestre de Timissères, à ce moment-là, elle doit gérer aussi une situation humaine très difficile. Hein. Elle doit être dans l'empathie parce que le bourgmestre sortant, elle vient de le dépasser et ils viennent de l'apprendre. Hein. Et donc, c'est aussi la délicatesse par rapport à une situation humaine difficile. Et puis, est-ce qu'on ne peut pas souligner aussi que l'empathie, c'est quand même pas mal en politique, parce que ça c'est rafraîchissant, non ? Je pense que c'est assez... De les voir tous les deux dans une véritable position d'écoute, c'est rafraîchissant. C'est rare et c'est rafraîchissant, hein. C'est ce que je pense que les citoyens souhaitent, hein. C'est-à-dire un peu de comportement vrai, de comportement empathique, qui ne recherche pas ça, qui ne recherche pas de la rondeur, de la sympathie, de l'absence de conflit. On cherche tous plus ou moins ça. Et pourquoi pas aussi en politique, ça peut être très chouette. Pour terminer, quel conseil donneriez-vous à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent plutôt, concernant la gestion des émotions ? Parce que beaucoup de personnes, ils les prennent comme des pierres dans un sac à dos. Or, les émotions, c'est d'abord, est-ce qu'il ne faut pas rappeler d'abord qu'une émotion, c'est un signal de notre corps pour nous dire qu'il y a un besoin, non ? Absolument, c'est notre corps qui nous dit... j'ai besoin de quelque chose. Et donc, le conseil qu'on peut donner, c'est pas moi qui le donne, c'est l'approche d'intelligence émotionnelle, c'est bien entendu d'exprimer, de verbaliser. Alors, peut-être pas à tout moment, peut-être pas à des moments qui sont moins appropriés, mais de trouver l'occasion, le moyen de l'exprimer. Si j'exprime une émotion positive, comme je le disais tout à l'heure, elle va prendre un peu corps. Si j'exprime une émotion négative, elle va diminuer un petit peu. Alors, un des secrets, c'est de s'exprimer en jeu. Donc, ça ne veut pas dire tu m'embêtes ou tu m'énerves, mais je suis énervé quand je vois que tu réalises ceci. Okay ? Et donc là, on va pouvoir exprimer l'émotion en n'alimentant pas un conflit ou une frustration, et surtout en libérant, en enlevant un peu ce caillou de son sac à dos, parce que ce que ma bouche ne dit pas, mon corps va le crier tôt ou tard. On le voit soit dans la gestuelle, soit ça peut aller jusqu'à des pathologies,
boutons, Ah oui, choses oui, bien qui sûr. arrivent et parce qu'il y a trop d'émotions conservées. Eh bien, merci pour toutes ces précisions et pour tous ces conseils. C'était très intéressant et ça permet de voir d'une autre manière, justement, cette émission de dimanche. Rendez-vous dans 6 ans ? Pari tenu. Eh bien, voilà, c'est parfait. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.